Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. Tout d'abord, je me présente, Seydou Wane, expert en Decision Management, ou plus modestement en français, expert en système d'aide à la décision. Je me propose donc dans cette courte vidéo de vous montrer de manière très succincte comment implémenter un service de scoring avec la solution IBM ODM. Tout d'abord, essayons de définir ensemble ce qu'on entend par scoring. Donc, le scoring, c'est l'idée de scorer, de calculer, d'attribuer une note à une entité donnée, donc en général plutôt à un client, et de prendre une décision sur la base de cette note, de ce score. Quand est-ce qu'intervient ce besoin pour une entreprise d'évaluer un client ou une demande liée à un client ou à un prospect? En général, c'est à l'arrivée d'un événement, tel qu'une demande client pour une souscription à un produit ou un service, ou à l'arrivée d'un événement de type achat pour déclencher le calcul de la nouvelle catégorie du client, compte tenu de sa fidélité. Pour pouvoir scorer une demande ou un dossier, ou pour pouvoir sélectionner les futures cibles d'une campagne marketing, les experts, donc qu'ils soient conseillers clientèle, analystes financiers ou marketeurs, ont besoin de définir un certain nombre de critères qui vont pour eux représenter, définir un profil client, un profil fournisseur, un type produit. Et ils ont besoin également de définir une mécanique qui va permettre, sur la base de ces critères qu'ils ont préalablement sélectionnés, d'attribuer une note ou un score qui va permettre au final d'évaluer un risque ou de qualifier une opportunité. Ce type d'analyse se produit régulièrement dans une entreprise, donc du fait de la multiplicité des événements métiers qui vont la déclencher, donc tels qu'une demande client, un anniversaire contrat, un changement de rémunération d'un client, une naissance qui arrive dans le foyer d'un client, une entrée en études supérieures pour l'un des enfants du client, etc. Du fait donc de la répétitivité de ces analyses et de la multiplicité des événements qui vont les déclencher, l'entreprise a fortement intérêt à les automatiser pour dégager du temps pour ses experts et les utiliser à des tâches de plus grande valeur ajoutée. D'où donc l'intérêt des systèmes tels qu'IBM ODM qui vont permettre à l'entreprise de mettre en œuvre des systèmes de scoring automatisés. Idéalement, donc, comme le montre le slide, un service de scoring automatisé sera multicanal, à savoir qu'il pourrait être sollicité depuis le canal web, le canal call center, le canal front office ou le canal back office. Il pourrait être sollicité idéalement dans un contexte temps réel. Donc, typiquement, c'est le cas d'un exemple d'un conseiller clientèle qui va saisir sur son écran les données liées à une demande de service ou de produit, cliquer sur un bouton et obtenir immédiatement sur son écran une réponse qui découlerait d'un score, et cette réponse serait du type demande accordée, demande refusée, ou demande nécessitant une investigation manuelle, ou des pièces justificatives supplémentaires, etc. Le service de scoring pourra également être sollicité dans le cadre d'une évaluation de masse, non plus là pour une transaction unitaire qui concerne un client, mais pour, par exemple, évaluer tous les clients d'un portefeuille. Dans le slide, le scoring utilise des critères tels que l'âge, la profession, les revenus, les charges, le type de contrat de travail, etc. Et l'idée est que sur la base de ces critères, une note finale sera attribuée de type qualitatif ou quantitatif. Donc qualitatif en général plutôt une catégorie client de type silver, gold, platinum, etc. Ou quantitatif sous forme de note, par exemple 700 sur 1000, 1000 étant la note maximale qui puisse être obtenue dans le cadre de ce scoring. Donc, comme le montre le slide, on a différentes méthodes de scoring. Plusieurs méthodes. Donc, pour simplifier là, on en a illustré trois. Donc la première approche va consister à utiliser une solution BA, donc Business Analytic, celle qui est illustrée en haut à gauche dans le slide. Donc il s'agit globalement d'une solution qui est capable, à partir d'un volume de données, d'extraire elle-même automatiquement une connaissance à partir de ces données. Par exemple, si on fournit un outil BI une base de données de fraude avérée, cet outil va être capable de construire, à partir de cette base de données, des patterns de fraude qui vont représenter les différents profils de fraudeurs, les différentes caractéristiques de fraudeurs. Donc pour construire ces patterns, l'outil repose sur des fonctionnalités statistiques de type composante ACP, etc., de type réseau de neurones, en général donc des algorithmes en boîte fermée, de sorte que lorsqu'on va invoquer un service de scoring reposant sur de la business analytique, par exemple en lui transmettant
une déclaration de sinistre, ce service sera à même de déterminer la probabilité de fraude en comparant le profil du déclarant du sinistre avec les autres profils de déclarants qui ont été estimés frauduleux. IBM dispose donc d'une offre BI avec sa solution IBM SPSS, que l'on verra peut-être dans une autre présentation. Une deuxième approche, donc qui apparaît en haut à droite dans le slide, est plutôt elle basée sur l'approche règle métier, BRMS, Business Rule Management System. Donc en français SGRM, système de gestion de règles métiers. Donc cette approche à base de règles métiers, elle consiste non pas à générer automatiquement de la connaissance à partir de la donnée, mais plutôt à permettre à un expert métier de saisir donc dans un outil son expertise métier dans son propre jargon métier, sans avoir besoin de faire donc appel à des informaticiens. Donc c'est une sorte de, entre guillemets, programmation, mais mise à disposition de gens métiers. C'est donc ce que propose IBM ODM, extraire toute la connaissance de la tête des experts et des manuels de procédure pour la réunir dans un référentiel de règles métiers centralisé, concis, cohérent. La différence donc fondamentale entre les deux approches est que dans le cas de la business analytique, on va disposer, on va dire, d'une moulinette capable de scorer, mais son fonctionnement nous est complètement opaque. Cette moulinette est issue d'une génération de connaissances sous forme de réseaux de neurones et autres, et on est incapable d'ouvrir cette boîte pour voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Voilà. On fournit des données en entrée, on obtient un score en sortie. Comment ça fonctionne entre les deux, c'est complètement opaque. Dans le cas du BRMS, toute la logique métier est implémentée sous forme de règles métiers. Elle est donc lisible, accessible par tout un chacun, à la fois par l'expert lui-même qui a produit cette connaissance et par toute autre personne qui se l'approprie par simple lecture. Dans le premier cas, il nous faudra disposer de données suffisamment exhaustives pour permettre une génération de connaissances suffisamment de qualité. Dans le second cas, il faut qu'on ait à disposition une connaissance métier que l'on pourra traduire sous forme de règles métiers. On a également à disposition une troisième approche qui apparaît en bas dans le slide. Celle-ci va consister à combiner les forces de la BI et les forces du BRMS. Donc l'idée est d'abord d'obtenir un score produit par la BI, puis de confronter ce score à une expertise métier qui n'est pas connue de la BI pour confirmer le score qu'on a obtenu, l'infirmer, l'accentuer, le déprécier, le relativiser en sorte. Donc pour reprendre l'exemple de la déclaration de sinistre, le service de scoring de type BI peut lui attribuer une forte probabilité de fraude, du fait par exemple que la déclaration s'est faite 15 jours après la souscription et que c'est souvent le cas de fraude, ou du fait que la déclaration a été faite par un client trop jeune ou par un client habitant dans une fraude où il y a eu dans une zone où il y a eu beaucoup de fraude, ou par un client douteux du fait de sa similarité avec d'autres profils douteux, etc. Mais ce score donc de fraude obtenu par la BI peut être tempéré, modéré par des règles métiers qui vont, elles, utiliser des critères contextuels non connus de la BI, tels que le fait qu'il ait plu ce jour-là à l'endroit de l'accident, ou qu'il y ait eu un carambolage, ou que le conducteur soit une personne de confiance du fait de son métier, ou du fait du relationnel qu'on a pu bâtir avec lui, ou d'autres éléments de profil non connus, non pris en compte par la BI. Vous avez donc compris le principe de cette troisième approche, qui est certainement l'approche la plus complète, c'est donc de se reposer sur la complémentarité en fait de ces deux approches, et effectivement de tirer parti au mieux de la force de chacune de ces deux approches. Où et quand utiliser le scoring? On aurait envie de répondre partout et à tout moment. J'ai fait figurer dans ce slide quelques domaines de prédilection. Par exemple, donc en premier, tout à fait à gauche, dans le domaine bancaire, lors du contrôle avant ouverture de compte, donc sur demande d'un client, on va ouvrir un compte, mais avant d'ouvrir à ce compte, on va procéder à des contrôles selon le profil du client, selon ses caractéristiques, et on utilise pour cela un scoring. Et avec le scoring, le score qu'on aura obtenu, on pourra même l'orienter vers d'autres produits qui sont beaucoup plus adaptés à son profil. Dans le domaine du marketing, pour sélectionner les cibles d'une future campagne, dans le domaine du risque bancaire, de l'assurance, de la téléphonie, enfin toute industrie confondue,
quand il s'agit de risque, donc pour évaluer un risque ou détecter une fraude. Dans la gestion de la relation clientèle, pour récompenser la fidélité de manière beaucoup plus élaborée que le simple cumul de points. Dans la gestion de la relation fournisseur, pour aider à sélectionner les fournisseurs selon les critères tels que les délais de paiement, les marges arrière que l'on peut obtenir avec les fournisseurs, les délais de livraison, ainsi de suite. Dans la relation commerciale avec les clients, pour être proactif, être capable de pousser des recommandations, de faire de l'upsell et du cross-sell, etc., etc. Donc la liste, vous l'avez compris, ne peut être exhaustive. Les applications du scoring sont en réalité diverses et variées. Pour donc à présent fixer les idées et montrer comment implémenter un service de scoring avec IBM Odem, ce qui est dit donc l'objet de cette vidéo, on va prendre l'exemple d'une banque qui souhaite mettre en place un service de scoring automatisé accompagné de recommandations de produits. Donc le service commence par exécuter des règles de scoring pour calculer un score sur la base des données qu'il a obtenues en entrée, puis enchaîne avec des règles de recommandation de produits. Donc, voilà. Donc il reçoit en entrée des informations qui concernent un client et fournit en sortie à la fois le score qu'il a calculé et une liste de produits à recommander à ce client. Donc la banque en question a fait le choix de retenir 8 critères, donc, qui sont là énumérés dans le slide, à savoir donc l'âge, la catégorie professionnelle, les charges, les revenus exprimés donc annuellement, la domiciliation bancaire, ça peut être important, est-ce que le client qui fait cette demande est domicilié chez nous ou pas, enfin cette demande ou ce client pour qui on va faire une recommandation, on va dire, le montant de l'épargne, est-ce que le client est fonctionnaire ou pas, quel est son montant de revenus annuel. L'idée donc est de scorer séparément et individuellement chaque critère sur 100 pour à la fin donc obtenir une note globale, un score sur 800. Donc en réalité, il existe plusieurs méthodes d'agrégation de scores partiels. Donc on a ce qu'on appelle l'agrégation par stratégie d'éloignement des normes. Donc on regarde les critères un à un pour vérifier lequel, parmi ces critères, lesquels plutôt s'éloignent d'une norme qui a été fixée, qui peut être une médiane ou autre. On a également la stratégie d'agrégation pondérée, où on considère qu'il va y avoir des critères qui vont peser plus que d'autres, ainsi de suite. Donc là, dans notre cas, pour simplifier, on supposera que tous les critères ont le même poids, qu'il n'y a pas de détermination d'éloignement par rapport à une norme, et que l'agrégat va consister en une somme de scores partiels pour obtenir le score final. La banque donc considère que si un client est mineur, donc là dans ce slide on a quelques exemples de règles de scoring. Donc si on regarde la première qui est sous forme tabulaire, qui concerne donc l'âge, la banque considère que si un client est mineur, il obtiendra un score de 0. S'il a entre 18 et 30 ans, il obtiendra un score de 50 pour ce critère âge. Entre 18 et 40 ans, il obtiendra 100. Et cette note va décroître ensuite pour les âges supérieurs. Donc dans ce slide, le scoring de 3 critères est exprimé dans un format tabulaire, ce qui est en effet beaucoup plus pratique pour manipuler les critères multivaliés. Donc on peut rapidement vérifier qu'on n'a pas de phénomène de chevauchement entre les différents intervalles qui sont manipulés dans les colonnes conditions, qu'on n'a pas de phénomène de trou entre les intervalles, ainsi de suite. Donc c'est visuellement beaucoup plus agréable. Voilà, et beaucoup plus facile également à contrôler en termes donc de couverture et de chevauchement. Et on verra que ce format tabulaire sera conservé tel quel lorsqu'on va transcrire ces spécifications en implémentation dans IBM Odem. Et donc dans ce slide, il n'y a qu'un seul critère pour lequel la règle de scoring correspondante est dans un format textuel. Donc c'est un format textuel qui commence toujours donc avec le mot-clé si suivi de une ou plusieurs conditions, et ensuite le mot-clé alors qui va débuter la partie action. Et donc ce format textuel, tel qu'il est spécifié ici, va être également conservé tel quel, sans modification, lors de l'implémentation. Parce que voilà, ce qu'on dit en général, c'est que en utilisant IBM Odem, on ne crée pas de rupture entre la spécification et l'implémentation. L'implémentation est égale à sa spécification.
Donc la banque effectivement a fait le choix pour le critère fonctionnaire, donc qui est en règle textuelle, de l'exprimer en règle textuelle et avec qu'une seule règle, parce qu'elle ne souhaite pas gérer le cas où le client n'est pas fonctionnaire. C'est un cas qui ne fait pas l'objet de retrait ou d'attribution de score. Donc c'est plus simple dans ce cas-là de le gérer dans un format textuel, sinon on serait amené à écrire une table avec une seule ligne, donc ce qui n'est pas très, très élégant. Donc dans ce slide, effectivement, on ne voit les règles associées qu'à 4 critères, donc on en a 8, donc le slide n'est pas du tout exhaustif en termes de règles de scoring. Ensuite, on passe à l'étape de recommandation de produits. Donc la banque dispose de 4 familles de produits. Les produits d'épargne, les produits de défiscalisation, les produits boursiers, les placements immobiliers. Et donc, comme le montre le slide, c'est que souhaite mettre en place la banque, c'est que si un client obtient un score entre 100 et 800, il sera orienté vers des produits d'épargne. Entre 500 et 800, qui correspondent donc à un score relativement élevé, on l'orientera plutôt vers des produits évolués tels que les produits de défiscalisation et les produits boursiers. S'il obtient un score entre 600 et 800, on estime qu'il a des moyens suffisamment élevés pour l'orienter vers des placements immobiliers. Donc bien évidemment, au final, pour le même client, on va aboutir non pas à une seule recommandation, mais à plusieurs recommandations donc, de produits. C'est donc seulement suite à l'entretien qu'il va avoir donc avec le conseiller et avec toutes les explications qu'il recevra en termes sur les différents avantages et le mode de fonctionnement de chaque produit que le client donc sera à même de faire son choix final. L'idée là étant de l'aider à prendre une décision et donc avec plusieurs possibilités qui lui sont offertes. Les règles de recommandation de produits d'épargne donc sont exprimées la plupart donc en fait dans un format textuel. Donc là on a donc quelques exemples de règles de recommandation. La première règle donc associée au livret A n'utilise que le score parce que j'estime que pour ce produit-là qui est un produit relativement accessible à tout le monde, le score suffit à prendre une décision de proposition de ce produit-là. Par contre, pour la deuxième règle, donc, qui est associée au CL, compte d'épargne logement, cette règle, dans sa partie condition, utilise effectivement le score qui a été calculé, mais également le revenu annuel, parce qu'on estime qu'il faut combiner un petit peu les deux pour prendre cette décision de proposer ce produit-là. Donc on peut tout à fait, dans les règles de recommandation, ajouter au score qu'on a d'autres critères pour mieux donc affiner les propositions qui vont être faites aux clients. Les règles de recommandation de police de fiscalisation, donc ces règles-là également vont manipuler à la fois le score, le revenu et même également le montant de l'impôt sur le revenu, puisque ces produits-là de défiscalisation ne vont être idéalement proposés effectivement qu'à des personnes qui payent donc un montant d'impôt assez élevé et qui pourront du coup affecter ce montant à des investissements qui sont reconnus par l'État et qui donc ouvrent droit à réduction ou crédit d'impôt. Les produits donc boursiers, c'est peut-être certainement les produits les plus complexes dans une banque. Donc en général, les banques ne proposent ces produits boursiers qu'à des clients suffisamment avertis sur les risques donc, qui sont inhérents à ces produits. Donc il s'agit de la spéculation. Et donc idéalement, ces produits vont être proposés à des personnes qui ont déjà l'expérience de la spéculation boursière et qui disposent par ailleurs d'une épargne moins dépendante des fluctuations budgétaires, plus assurée donc en termes de revenus, en termes de retour sur investissement.